Nous sommes le 12 janvier 2004 et un groupe de rock sort le deuxième single de son tout premier album, un album qui va changer leur vie. Ce single, c'est This Love et ce groupe, c'est Maroon 5. À l'époque, autant vous dire que c'est un succès. Les critiques acclament l'album Songs About Jane et il réalise d'excellents chiffres. Il est numéro 1 en France, mais aussi en Irlande, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni et il occupe même la 6e place du Billboard 200. C'est donc un excellent début de carrière. Et ce ne sont que les prémices, puisque le groupe va continuer de performer pendant presque 20 ans. En tout, ils vendront plus de 140 millions d'unités dans le monde, soit plus que Coldplay ou Adele. Ils remporteront 3 Grammy Awards. Bref, ça semble aller vraiment bien pour ce groupe. Sauf que derrière ces chiffres se cache une autre réalité. Après son premier album, Maroon 5 devient de plus en plus détesté, que ce soit par les critiques musicaux qui jugent de plus en plus sévèrement leurs albums, certains médias allant jusqu'à qualifier la formation de groupe de rock le plus ennuyeux, et une grande partie du public n'a tout simplement plus d'amour du tout pour Maroon 5. Et si tout ça a été assez progressif, aujourd'hui ça commence à se ressentir de manière chiffrée. Les 2 derniers albums ne se sont pas du tout bien vendus. Le groupe est passé d'un groupe de rock prometteur à des superstars de la pop à un groupe détesté. Mais alors pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans cette vidéo, on va revenir sur le parcours de Maroon 5 tout en essayant de comprendre les erreurs qui ont provoqué cette lente descente aux enfers et on va même essayer de prédire ce que va devenir le groupe dans le futur. C'est parti. Mais juste avant, place à l'OVI épique. Le monde change. Chaque clic, chaque recherche, chaque connexion laisse une trace. Alors, laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous vraiment maître de ce que vous faites en ligne ? Aujourd'hui, des millions de personnes se connectent à des réseaux publics, cafés, hôtels, aéroports, sans même réaliser le risque qu'elles prennent. Pourtant, ce risque pourrait être évité avec CyberGhost VPN. Non, ce n'est pas juste une application, c'est votre bouclier, votre armure numérique. Il masque votre adresse IP, chiffre vos données et redirige l'intégralité de votre trafic internet via un tunnel sécurisé. Mais ce n'est pas tout, puisque de nouvelles portes s'ouvrent aussi à vous. Vous rêvez de voir les séries et films bloqués en France ? Avec CyberGhost, c'est possible. Jusqu'à 40% de contenu supplémentaire se débloque. 38 millions, c'est le nombre d'utilisateurs dans le monde qui font déjà confiance à CyberGhost VPN. Ils ont une note presque parfaite sur Trustpilot. Avec un seul abonnement, vous pouvez connecter jusqu'à 7 appareils en même temps. Alors, n'attendez plus. En description, vous trouverez un lien vous donnant accès à CyberGhost VPN pour 2,3€ par mois, soit une remise de 83% et de 4 mois offerts. Et si vous n'êtes pas convaincu, CyberGhost offre une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé avec un support client en français disponible 7 jours sur 7. On est en 1997 et Adam Levine, Jesse Carmichael, Mickey Maiden et Ryan Dusick sont 4 lycéens de Los Angeles qui crush sur la même fille, Cara. Et c'est comme ça qu'ils commencent à faire de la musique, tous les 4 réunis derrière le nom de groupe Cara's Flowers, les fleurs de Cara. Et dès cette époque, ça marche plutôt bien. Ils sortent un premier album, font des concerts, tout ça en indépendant, jusqu'à ce qu'un producteur les remarque lors d'une de leurs performances et leur propose de les signer et de lancer leur carrière. Grâce à ce producteur, le groupe obtient son tout premier contrat avec un label, Reprise Records, fondé d'ailleurs par Frank Sinatra et à l'époque propriété de Warner Music. La vraie aventure commence. Sauf que ça marche pas. Ils sortent leur premier album, The Fourth World, et juste ça marche pas. Au bout de 6 mois, le groupe est viré du label. Et à ce moment-là, l'histoire aurait pu s'arrêter, parce que les 4 garçons finissent tout juste le lycée et se séparent pour aller dans des universités différentes. Sauf que c'est sans compter leur motivation à réussir dans la musique. Pendant 1 an, il ne se passe pas grand-chose, mais le groupe se réunit en 2001 et bombarde les labels de nouvelles démos jusqu'à en trouver un qui accepte de les signer, Octone Records. Octone Records demande au groupe d'ajouter un guitariste à la formation et c'est ainsi que James Valentine rejoint le groupe qui, à cette occasion, se renomme Maroon 5. Et ils ne le savent pas encore, mais Maroon 5 s'apprête à devenir un des groupes de rock les plus populaires du début des années 2000.
Ce que vous venez d'entendre, c'est She Will Be Loved. Et avec This Love et Harder to Breathe, ce sont les singles de l'album Songs About Jane qui va péter les scores, comme je vous le disais en intro de cette vidéo. L'album se vend à plus de 2 millions d'exemplaires à l'époque, le groupe devient soudainement un phénomène mondial et se voit embarqué pendant 3 ans dans une tournée internationale. Le groupe a à ce moment un gros avantage, c'est qu'il n'a pas explosé avec un seul single. Là, 3 de leurs titres marchent très bien, l'album se vend super bien, bref, tout va bien, à part que le batteur, Ryan Dusick, quitte le groupe. La pression et le rythme de vie imposé par la tournée ne lui conviennent pas. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas Maroon 5 de préparer son deuxième album, et cet album, c'est It Won't Be Soon Before Long, qui sort en 2007, soit 5 ans après leur premier projet. Musicalement, c'est un petit peu différent de Songs About Jane, mais ça reste dans la même lignée. Et surtout, ça marche vraiment bien. Pas aussi bien que le premier, mais c'est très dur sur un deuxième album de reproduire de tels résultats. À l'époque, le single Makes Me Wonder est le single le plus vendu sur iTunes, il devient numéro 1 dans le Billboard, et le groupe repart sur une petite tournée, notamment en Europe et aux États-Unis. Tout va bien. Le groupe a réussi le virage serré du deuxième album, et il est probable à ce moment que ça devienne un des plus grands groupes du monde. Sauf qu'il va y avoir un problème. Un gros problème. Trois ans après It Won't Be Soon Before Long, le groupe sort un album appelé Hands All Over. Et cet album, il est particulier. Même si on reconnaît le style de Maroon 5, l'album est plus pop que le précédent. Mais c'est pas purement pop non plus, c'est important de garder ça à l'esprit. Le problème, c'est que l'album se vend moins bien, genre 142 000 exemplaires en une semaine face à 429 000 pour le précédent album. Et forcément, le groupe est déçu. Il s'attendait à mieux. Et c'est dans ce contexte que Maroon 5 compose et sort un single qui n'était pas dans l'album à la base et qui va changer la trajectoire du groupe. Ce single, il a une mélodie extrêmement reconnaissable. Moves Like Jagger. Ce single n'a pas grand chose à voir avec ce qu'a fait Maroon 5 musicalement précédemment, et ce pour 2 raisons. Déjà, là ça y est, on est dans de la pop, on est passé du côté pop de la force. La batterie acoustique a été remplacée par une batterie électronique, la basse par une synth bass, et ça sonne définitivement pop. Et la deuxième raison, c'est que si avant les albums étaient composés par le groupe en grande majorité, là ce sont des compositeurs extérieurs qui ont travaillé sur ce single. Adam Levine reste présent, mais il est accompagné non plus par les autres membres du groupe, mais par Amar Malik, Benny Blanco, très célèbre dans la musique pop, et Shellback, très célèbre dans la musique pop également. Ce single, en featuring avec Christina Aguilera, va en quelque sorte sauver Hands All Over. Ça devient un tube, notamment un tube de l'été, et c'est aussi un tournant pour Maroon 5. Adieu les sonorités pop-rock, place à la pop. Et ça va à la fois être une très bonne chose et une très mauvaise chose. Adam a compris la recette. Le groupe, dont d'ailleurs le multi-instrumentiste Jesse se barre sur cet album, n'a plus la main sur les compositions. À la place, le prochain album est en grande majorité produit par Adam Levine, mais aussi et surtout par Max Martin, Benny Blanco et Ryan Tedder. Si leur nom ne vous dit rien, ce sont 3 des plus gros auteurs-compositeurs pop de notre époque. Ce sont les 3 mecs derrière les plus gros tubes de Justin Bieber, Ariana Grande, The Weeknd, Katy Perry, Britney Spears, bref, des énormes pointures de l'industrie musicale. Forcément, ça donne un album taillé pour le succès. Cet album, c'est Overexposed. Évidemment, ça ne loupe pas. C'est la meilleure première semaine du groupe depuis 2007. Mais les critiques sont plus mitigées. Si Hands All Over n'avait pas eu autant de succès d'un point de vue vente, les critiques étaient restées relativement positives. Là, avec cet album, c'est différent. C'est plus mitigé. Mais bon, à chaque fois qu'un groupe change de style, et encore plus quand il devient plus pop, forcément, il perd des adeptes et il divise un peu plus la critique. C'est le jeu. En attendant, le groupe a retrouvé le succès et c'est tout ce qu'il voulait. Alors, ils enchaînent avec, selon moi, et là c'est vraiment mon avis personnel, un des meilleurs albums pop des années 2010, Five.
5, c'est un raz-de-marée. Cet album contient single sur single, avec notamment Sugar, dont le clip est aujourd'hui la vidéo la plus visionnée de leur chaîne YouTube, avec 4 milliards de vues. Et le groupe enchaîne encore. 3 ans plus tard, en 2018, il sort Red Pill Blues. Si le nom de l'album ne vous dit rien, vous avez probablement entendu un des singles quelque part. Ces albums, notamment Overexposed et 5, marchent vraiment très bien. Et pourtant, pour moi, c'est durant ces 3 albums que la chute, notamment la chute dans l'estime du public, a commencé. Parce que même si ça va très bien niveau vente, niveau stream, niveau radio, Maroon 5 a négligé, selon moi, un aspect très important de sa carrière. Vous êtes peut-être en train de vous dire qu'est-ce qu'elle va aller chercher à comparer Coldplay à Maroon 5 ? Et ben en fait, il y a des similitudes. D'abord, ce sont 2 groupes qui ont connu un gros succès dans les années 2000 avec un premier album pop-rock qui a très bien fonctionné. Ensuite, ils ont fait le même virage pop dans les années 2010. Maroon 5 avec Overexposed en 2012 et Coldplay avec Mylo Xyloto en 2011. Et ce virage, soyons clairs, il est pas idiot. On en a déjà parlé sur cette chaîne, mais le rock dans les années 2000, c'est fini. Ça ne marche plus auprès du grand public. Il y a toujours du rock, des groupes de rock, mais c'est une niche et quand on veut être un groupe mondial, comme c'est le cas de Coldplay ou de Maroon 5 dont l'ambition est assumée, on ne peut pas faire de rock. Les 2 groupes ont donc tous les 2 clivé avec ce virage, perdant à la fois une partie de leurs fans, mais aussi une partie des critiques positives. Par contre, s'il y a des similitudes, il y a aussi des différences. Et c'est là que se cache l'erreur de Maroon 5. Déjà, Coldplay était plus implanté que Maroon 5. Avant leur virage pop, ils ont sorti 4 albums qui ont extrêmement bien marché et qui ont consolidé dans le temps leur image auprès du public. Maroon 5, ils n'ont sorti que 2 projets. Mais au niveau du timing, encore une fois, ils n'avaient pas trop le choix. Continuer à faire du rock en 2010 en voulant être international, ça aurait été suicidaire. Mais la plus grande différence n'est pas là. Coldplay, ils arrivent à faire ressentir des émotions aux gens. Ils ont créé une expérience avec leurs concerts, que ce soit en 2012 avec la tournée Mylo Xyloto, mais aussi avec la tournée A Head Full of Dreams et avec la tournée en cours Music of the Spheres. Ils jouent énormément sur la nostalgie, une bonne partie de la setlist étant composée de leurs plus gros titres des 20 dernières années, mais ils mettent aussi l'accent sur l'amour, notamment dans leurs nouvelles chansons. Même ceux qui n'aiment pas leurs nouveaux albums assistent à leurs concerts parce que c'est une expérience. Et c'est comme ça que le groupe arrive à garder une image positive auprès d'une partie du grand public, prête à aller le voir même sans aimer ou écouter leurs nouveaux albums. Alors qu'à l'inverse, Maroon 5, c'est juste un groupe que vous entendez quand vous allez faire vos courses. Et ça ne veut pas dire que leurs chansons ne sont pas bonnes, mais juste elles ne dégagent rien de plus. Et plus globalement, le groupe n'a pas d'aura. En tout cas, selon moi. Ils ne font pas ressentir d'émotion à leur public. Et comme il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas non plus d'engagement, et donc de base fans soudés. Là où Coldplay a des pages ultra actives et même des projets organisés par les fans, comme des rencontres avant leur concert, Maroon 5, ils ont beaucoup moins tout ça. Et pour moi, c'est ça la première raison de la chute progressive de Maroon 5. Le manque de connexion avec le public, le manque d'émotion. C'est une coquille vide. Mais ça peut encore être pire. Ah non, pardon, ça va être pire. Le Super Bowl 2019. Vous le savez sûrement, la mi-temps du Super Bowl, c'est un événement musical très important mondialement et le choix des artistes et leurs prestations est très observé. Mais en 2019, s'ajoute à ça un enjeu politique. En soutien à Colin Kaepernick, exclu de la Ligue américaine de football pour avoir protesté contre les violences policières, plusieurs artistes ont refusé de participer à cette mi-temps. Parmi eux, Rihanna, Jay-Z, Nicki Minaj et d'autres. Mais qui alors a accepté ? Bon, il n'y a aucun suspense, c'est Maroon 5. En échange, ils ont négocié un chèque de 500 000 € reversé à une association pour la jeunesse américaine, mais malgré ça, ça commence déjà assez mal. Et ça ne va pas louper, ça va mal se passer. La prestation de Maroon 5 ce soir-là, accompagnée de Travis Scott, ne sera globalement pas appréciée. Elle est jugée ennuyeuse et elle entraîne d'autres polémiques, bref. Ça met un coup supplémentaire à un groupe dont l'image n'est déjà pas très bonne. Mais il y a une autre question à ce stade. Est-ce que Maroon 5, c'est vraiment encore un groupe ?
Je suis quasiment sûre que vous ne connaissiez pas d'autres noms, voire d'autres visages que celui d'Adam Levine. Quand vous pensez à Maroon 5, c'est Adam qui vous vient en tête. Et c'est souvent le cas pour les groupes, qui sont représentés par leur leader. Mais dans le cas de Maroon 5, ça ressemble beaucoup à un projet solo déguisé. Adam produit des musiques en studio avec des gros producteurs et il joue ses musiques sur scène avec des musiciens de scène qui ne sont rien de plus que des musiciens de scène et non partie prenante d'un groupe. Parce que, je vous l'ai pas dit, mais dans tout ça, il y a eu plein de changements dans le couple, avec même l'ajout de P.J. Morton, 2012, qui est un chanteur assez connu et qui a rejoint le groupe pour remplacer Jesse. Et c'est pas un problème en soi que ce soit devenu le projet solo d'Adam, mais le fait de rester sous l'image du groupe, sous l'image de Maroon 5, ça ajoute une couche un peu inauthentique auprès du public. Ça ajoute une friction, une incompréhension. D'autant qu'Adam, c'est un personnage qui n'est pas très attachant. Et tout ça empêche encore plus la connexion émotionnelle dont Maroon 5 manque terriblement. Et puis, dernier clou à leur cercueil, Jordi. Si vous n'avez jamais entendu le nom de cet album, vous avez, c'est sûr, entendu le single. Bon, on va pas y passer trop de temps, c'est un album noyé dans les featuring, dont des featuring avec des artistes morts, mais surtout, c'est un album qui se fera démonter par la critique et par les auditeurs. En soi, Maroon 5 ou Adam Levine ont toujours tout fait pour que ça marche pour eux commercialement. Et c'est pas une mauvaise chose en soi, sauf que depuis Red Blue Pills, ça se sent trop. Et ça, auprès du public, c'est une erreur. Bon, pour résumer, manque de connexion émotionnelle, projet solo déguisé en groupe, manque d'authenticité auprès de son public, Maroon 5 s'est vidé de son essence. Mais du coup, c'est quoi la suite pour eux ? Bon, cette partie est forcément la plus subjective de la vidéo, même si je pense que mon analyse de leurs erreurs est aussi subjective, donc si vous avez des contre-arguments, je vous lirai avec attention. Mais pour terminer cette vidéo, j'aimerais parler de ce qui pourrait se passer pour eux dans le futur. En fait, pour moi, il y a un monde dans lequel tout ça est voulu, voire calculé. On ne sait pas quelles sont les motivations d'Adam. Peut-être que son but était juste de maximiser l'argent, et uniquement l'argent, y compris au détriment d'une bonne image ou d'une expérience partagée avec son groupe. Et c'est pas une bonne ou une mauvaise chose, c'est juste un choix. Dans ce cas, je pense qu'il va continuer à essayer de faire des hits et à toucher la masse sous le nom de Maroon 5. Le problème de ça, c'est que je pense que l'industrie musicale est structurellement de moins en moins adaptée à ça. J'en ai déjà parlé dans des vidéos, mais je pense que des hits comme Memories vont tendre à se raréfier, puis à disparaître, parce que la culture se fragmente. Dans ce cas, à mon sens, si les chiffres deviennent de plus en plus catastrophiques, soit Adam va mettre un stop à Maroon 5, soit, et je trouverais ça risqué mais pas dénué de sens, il va jouer sur la nostalgie. Par exemple, il pourrait organiser une tournée en hommage à leur début. Est-ce que le public serait au rendez-vous pour ça ? Je ne sais pas. Mais pour moi, ce sont deux des issues possibles. Et tout ça s'inscrit dans un environnement de temps assez long, étant donné que les hits ne vont pas disparaître demain. En tout cas, à titre personnel, ce que je retiendrai de Maroon 5, c'est Songs About Jane et Five. Merci encore à CyberGhost VPN de soutenir la chaîne, ils vous permettent de naviguer en toute sécurité pour seulement 2,3 € par mois. Si vous voulez en profiter, le lien est en description. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était Lovie, je vous dis à la semaine prochaine, prenez soin de vous.